È un medico omeopata di un'omeopatia che non è l'omotossicologia ma l'omeopatia hahnemanniana, di cui lui può spiegarvi meglio di me. Il va vous expliquer les contenus. Son travail est très précis. Io oso dire che lui è un medico alchemico. Je peux vous dire qu'il est un chimiste et qu'il essaye de toute façon de parler avec l'ADN des personnes en franchissant les portes du temps. Je vous prie d'être très attentif. Il va donner des chiffres parce qu'il va commencer à parler des années, mais il s'agit d'un concours extraordinaire, Monsieur Claudio Colombo. Anche gli ultimi interventi. Invece di queste sedie, a quest'ora avremmo tutti bisogno delle panche. On aurait besoin du professeur Raggi et peut-être d'un traitement combiné de musicothérapie et thérapie de couleur sous la peau, on peut dire. Dans les produits hypogéniques avec un cocktail de zeolite pour avoir une attention encore plus pour les autres. Je ne savais pas ce que je devais porter aujourd'hui. J'ai pensé de porter cette diapo et après de parler à Bras. Mais avec, j'ai vu ces interventions cette nuit, je pensais de préparer ces diapos à 3 heures de nuit. Donc, j'ai fait une dilution homéopathique de ce que sont les diapos qu'on va utiliser pendant le cours de homéopathie, avec des arguments que je cherche à analyser dans 1 heure, avec une journée de 8 heures par jour pour la physique et l'homéopathie et de physique et alchimie. Mais je vous assure que toutes ces diapos qu'on va voir rapidement était nécessaire pour moi pour chercher à dire quelque chose d'important. Donc, ce que je veux dire, vous raconter, est que le préambule est que ce que je veux vous raconter est le résultat d'une expérience clinique. J'ai commencé à étudier homéopathie en 1984. Dans mon parcours, j'ai rencontré 2 maîtres d'homéopathie et en 1997, j'ai commencé à étudier, à pratiquer l'homéopathie. Mon parcours est le rencontre avec un patient et dont le tentative est de chercher à transférer et à voir les approches médicales pour une clinique, pour une pratique clinique qui était en cours. En 1997, j'ai commencé à appliquer l'homéopathie hahnemannienne, pas seulement comme j'ai appris par mes maîtres, donc pas en utilisant les dilutions les plus célèbres, dont les dilutions synthésimales, mais seulement avec les dernières indications que Hahnemann utilise dans la 16e édition des Organon. Hahnemann, pendant sa carrière, écrit beaucoup de fois son texte. Et donc, il a modifié ce texte qui devient un corpus scientifique complet. Mais à un certain point, il arrive quelque chose d'important que beaucoup de personnes n'ont pas noté. Parce que Hahnemann écrit pour beaucoup de fois l'édition, mais qui ne concerne les dernières éditions, parce que la dernière édition est restée cachée, on peut dire, pour beaucoup de raisons,
pour la femme qui cherchait à avoir beaucoup d'argent pour publier cette édition. Donc, l'homéopathie est structurée sur l'utilisation des dilutions synthésimales anémaniennes et corsocoviennes. Et seulement en 1920, cette édition a été publiée. Et il y a des dilutions qui ne sont pas des rapports 1-100, comme les dilutions synthésimales, mais des rapports 1-500 000. Donc, on cherche à avoir l'apport et le soutien que Hahnemann a eu. Et quand j'ai créé le livre où je raconte ses voyages, en les dédiant à mon maître, c'est-à-dire Paolo Lucarelli, qui pour une formation est un physicien et un alchimiste opératif. J'ouvre mon livre d'une façon un peu inconsciente avec une dédiée qui fonctionne. Le reste est intuition et le reste, on a la contemplation. La raison attend son but et j'ouvre mon livre de cette façon avec un article, c'est-à-dire vider l'esprit et remplir le ventre, que j'ai entendu dans beaucoup d'interventions. Dans l'hermétisme, on est appelé l'activation de ce que les anciens Égyptiens appelaient l'intelligence du cœur. Dans toute l'iconographie de l'Égypte aux Indiens, aux saints catholiques, comme vous voyez, une iconographie où il y a certains qui n'ont pas de la tête, avec une tête tenue par la main. Le symbole qui est utilisé dans cette image est celle d'approcher les phénomènes avec l'intelligence du cœur. Donc, Bouddha est obèse parce que ça, la tête rationnelle, il est rempli de la conscience cosmique. Donc, c'est l'obésité du Bouddha, mais c'est un symbole qui retourne plusieurs fois. Et donc, éprouvons-nous de raconter quelque chose brièvement, l'approchant d'une façon hermétique, qui est constituée de 4 éléments, c'est-à-dire terre, eau, air et feu. Nous le savons, mais c'est Empédocle le premier qui a identifié 2 forces agents, c'est-à-dire amour ou amitié, haine ou discordance. Ils confondent les ordres, mais la deuxième favorise la séparation. Et donc, c'est le premier en Occident qui distingue des éléments primaires de la force de la nature. Les éléments sont indiqués de cette façon, donc feu, air, le triangle avec une ligne avec le vertex vers les autres, terre et eau. Il y a le sceau de Salomon comme un symbole qui, dans l'hermétisme, raconte l'équilibre des éléments, dans les éléments qui se complètent. Paolo Lucarelli, dans la commentation de la thèse, Turbement de philosophes. Si quelqu'un connaît le livre de Pandolf qui est aux clés, la base des créations dit que ce sont les 4 éléments, terre, eau, air et feu, qui sont plus importants, mais aussi les 4 natures, c'est-à-dire chaud, sec, froid et humide, qui n'est une représentation qui mérite d'être désignée. Donc terre, avec les qualités sec, froid, et comme vous pouvez voir dans la diapo. C'est un point central dans la préparation des remèdes homéopathiques. La préparation des remèdes homéopathiques, 50 millésimales, nous le devons l'imaginer dans un passage qui correspond parfaitement à ce que l'hermétisme dit, c'est-à-dire que la terre est la substance naturelle d'origine, où le remède commence à être dilué. Et dans les passages de dilution, se sont dilués dans les rapports qu'on va voir après. Et donc, elle va être montrée comme E. Et à ces points-là arrive ce que porte l'activité de ce remède, dans les succussions que ces remèdes ont utilisées dans les différents passages de dilution, porte la substance au niveau de l'air.
Et donc, on n'a plus de l'eau, mais aussi de l'air. Même s'il y a la perception de l'eau et pas de l'air. Donc, les études ont été faites beaucoup au niveau végétal. Je me rappelle d'eux avec la professeure Betty. On a redoublé la rapidité de croître des grandes turques avec un remède homéopathique, dilué aux dilutions homéopathiques 50 millésimales, mais dans les passages à l'air, le remède, pas dilué mais seulement secoué, active cette accélération. Cette étude publiée en 1987. On a fait beaucoup d'autres expérimentations. On a eu des expériences in vitro dans les déserts où 300 hectares ont été fertilisés avec la méthode silicée. Et si les déserts silicés, on donne le remède de la silice homéopathique, même s'ils sont secoués, pas seulement dilués, l'action que nous recevons est ça. Donc, toute la nature répond à ces questions. Et donc, je cherchais à voir ce qui se passe. Les philosophes, on peut voir que les 4 éléments génèrent la création de la nature et les 4 natures composent les structures qui en harmonie le rendent active. Du point central, une lumière mince irrige du point de vue invisible, on passe au macrocosme visible et manifesté selon l'ancienne séquence pythagorique 1, 2, 3, 4 et la somme va avoir 40. Donc, c'est là pour vous dire que le modèle de référence en hermétisme existe et l'esprit universel entre dans des manifestations et qui devient des choses. Grâce à cette fonction de médiation, le remède homéopathique transmet à l'individu, et comme on peut le voir dans sa composante R, donc le remède qui s'appelle remède, donc qui est dans la moitié, qui retourne dans la moitié, qui met en communication le faux et l'eau, une communication qui différemment n'existerait plus. Et grâce à cette fonction, les systèmes homéopathiques, les remèdes homéopathiques transmettent à l'individu pas seulement la substance qui contient les principes curatifs, mais aussi les principes curatifs contenus en origine de la substance. Donc, pour avoir le humide radical, c'est-à-dire cette énergie, il faut la dématérialiser. Et donc, je l'ai découvert après et un peu inconsciemment parce que ce n'est pas une publication scientifique, mais seulement un livre avec une publication comme ça. J'ouvre mon livre avec une préface, c'est-à-dire l'homéopathie hahnemannienne qui est fille de l'hermétisme et de la chimie. Et j'ai connu beaucoup de choses après. Hahnemann, dans les derniers 7 jours, se déplace à Paris. Et il se trouve à vivre, à habiter dans une ville où il y avait un médecin qui va devenir son élève, qui va être appelé Docteur Miracle. Et il est un hermétiste qui allait perdre un personnage qui sera célèbre dans les domaines hermétiques. On ne sait pas qui est Foscanelli. Je ne dis pas qui est. Il arrive quelque chose de curieux parce que Hahnemann trouve comme un élève ce philosophe de la nature. Et il y a un changement parce que Hahnemann introduit l'hermétisme qui rencontre l'enseignement de Bourrico et de Bourricius.
prend cette nouvelle méthode de extraire le principe curatif et dont on passe de la dilution centésimale à la dilution 50 millésimale. Tetractis est décrit de cette façon. De la conception hermétique, matière et esprit sont seulement des éléments complémentaires de la manifestation des différentes densités de l'esprit, dont il n'y a pas le concept égal de matière-esprit comme deux antagonistes, mais il y a un esprit qui est peu dense, qui se trouve au-dessous, et la matière qui se trouve au-dessous. Donc, essentiellement, on peut dire ça. L'ordre, si on suit l'échelle pythagorique selon ces symboles, donc on passe de 1 à 2 avec le symbole de la Lune comme active et passive, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est de focaliser l'attention sur ce point central. En alchimie et en hermétisme, c'est les symboles de mercure, soufre et sel qui ne concernent pas les éléments chimiques, mais qui concernent des fonctions. Et toutes les fois que vous rencontrez un symbole d'hermétisme, vous devez penser que c'est quelque chose de volatile, parce que si vous rencontrez un soufre, c'est quelque chose qui se fixe. Et les sels est le point d'équilibre entre ces deux forces, donc quelque chose qui va vers le haut et quelque chose qui va vers le bas. Et donc, quand on va parler du principe vital, vous devez imaginer que vous êtes ici dans ces points. Je pense à Ibn Arabi, un mystique soufi qui raconte l'entrée en manifestation dans une zone qui n'est pas décrite ici, qui est l'absolu pas manifesté. Donc, un absolu pas manifesté commence à se manifester. Et on a un absolu qui se manifeste comme Dieu, un absolu qui se manifeste comme Seigneur, et un absolu qui se manifeste comme médiateur entre matière et esprit, et un absolu qui se manifeste comme un sujet matériel. Donc, la de sens, philosophiquement, se passe comme ça. Donc, tout le jeu de la thérapie est d'utiliser cette méthode. C'est une autre image prise dans ce théâtre, mais on est en train de parler de ces choses. Après, on cherche de parler continuellement de la chimie. On peut trouver un autre élément. Si on a dans les mains des textes orientaux, on trouve ces 5 éléments parce que l'éther est utilisé comme un élément suspendu, comme un concept d'absolu. Et donc, c'est l'éther qui se manifeste en fonction de feu, c'est l'éther qui se manifeste en fonction d'air, etc. Et c'est toujours l'éther qui se manifeste en fonction d'air ou air et feu. L'éther, si on peut parler par le professeur Wolf qui a parlé de Akasha, je fais seulement un parallélisme avec les Védas. On a les terres comme Akasha, mais l'experte, c'est seulement Lorena. Ici, c'est seulement... Hahnemann arrive dans cette intervention parce qu'il est content de ces résultats avec les dilutions centésimales, mais avec les problèmes des aggravations initiales qui se trouvent chez les patients. Et donc, ce sont des dilutions rapides pour les symptômes, mais qui ont au début une aggravation des symboles et des symptômes. Et donc, tout ce parcours de recherche est de trouver un remède thérapeutique plus délicat, plus doux, on peut dire, et qui ont des répercussions, des conséquences sur les patients plus doux.
Il dit que ce qu'il y a dans la 5e édition de l'Organon, c'est contraire à tout ce que je savais. Et donc, après, j'ai fait un saut et j'ai été capable d'extraire cette énergie qui est tellement épurée que je suis réussi à être en contact avec la dynamisme, c'est-à-dire la force de vie. Et il introduit ce concept de dynamisme dans la 6e édition. Il y a toujours Louis Hahnemann qui donne la méthode de préparation qu'un médecin, mais aussi un chimique doit avoir. Hahnemann introduit en médecine les doubles aveugles. Donc, en médecine homéopathique, on a cette modification du médicament et Hahnemann, c'est le fondateur de cette méthode de vérification. Et donc, à partir de l'expérience, mais on parle de pathogénèse, la connaissance d'un remède et la pathogène arrive quand on veut expérimenter un nouveau médicament thérapeutique pour vérifier si les effets sont toujours les mêmes. Si les expérimentations sont faites avec les 30 centésimales, mais il n'y a plus une théorie pour trouver une molécule à l'intérieur de cet composant. Et donc, c'est une composante suffisamment diluée pour vérifier ça. Et après, on l'utilise comme un remède pas dosé qui produit des remèdes. Et dans les périodes d'expérimentation, on vit ces symptômes. Et ces symptômes, avec les 30 centésimales, sont des symptômes qui restent pas beaucoup de temps. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai passée avec l'expérience de degré de Lava Etna, organisé dans groupes d'expérimentation, un groupe vrai et un groupe placebo. Donc, personne dans une expérimentation ne connaît ce qu'on va expérimenter. Et donc, pour éviter que dans l'expérimentation déjà connue, les médecins ne sont pas induits pour effet placebo à vivre les symptômes parce qu'ils peuvent les connaître. Il n'y avait pas ce problème parce que c'était une expérimentation nouvelle. Et dans le groupe placebo, rien ne se passe et rien de cohérent se passe parce que un moment très beau pour les soigner, hein, parce qu'ils seront très attentifs pour avoir les symptômes. Et au contraire, les médecins qui suivent l'expérimentation du nouveau remède cherchent de comprendre les symptômes. Ils sentent la brûlure, tous les brûlures aux yeux, nez, gorge, de tous les parts, du point de vue physique et émotionnel, le plan supramental. On perd une partie de l'expérimentateur, tandis que les symptômes physiques sont éprouvés partout, mais seulement les symptômes émotionnels concernent seulement l'émotion. Et donc, il y a une sorte de rage vers le monde entier, et en particulier vers les parents. 40% des personnes qui ont expérimenté ont rêvé, et tous ceux qui ont rêvé de volcans en éruption. Et c'est un moyen pour connaître un remède. Et donc, l'application totalement expérimentée. Pour la loi de la similitude, s'il y a un patient qui éprouve des sensations de brûlure, qui éprouve de la rage vers le monde, et il faut trouver des remèdes semblables aux symptômes. Et donc, cette méthode hahnemannienne est très précise. Il est suivi par ce qu'il a écrit dans cette édition, dans les
paragraphe 259. Je suis un peu rapide. Les dilutions qu'on peut trouver à la fin de ce parcours, les premiers 3 passages sont en 100, après en 5000. Et dans ce passage, on trouve la puissance mère. Et de la puissance mère, il y a les dilutions successives. Et donc, dans les textes d'homéopathie, avec beaucoup de superficialité, les 50 millésimales, c'est en 50 milliards, ce n'est pas en 50 millions, et c'est le nombre correct, c'est l'organon. 50.000 si arriva a questa cifra. Si on arrive à ce chiffre, Hahnemann. Io non sento a volte. Va via il suono. Dans ce paragraphe, je suis allée à San Francisco pour trouver l'édition originelle. Et c'est l'écriture de Hahnemann. Et heureusement, il y avait ma femme. On est allé à San Francisco pour d'autres raisons. Certains amis ont proposé ce voyage et j'ai décidé d'aller à San Francisco parce que j'étais en train de conclure l'écriture de ce livre et je voulais vérifier certains passages. Et une fois là, il n'était pas possible de consulter les livres parce que fait partie d'une consultation privée. On a eu la permission seulement à la fin du voyage et donc j'ai pu l'opportunité, la chance de le faire. Et une fois que j'ai eu cette partie, et c'était seulement une feuille détachée, j'ai décidé j'avais pensé de les porter en Italie, mais non, je ne pouvais pas, il n'est pas possible de les voler. Ce sont les rapports que nous avons dit, et quand je parle de intuition, vision et contemplation, quand j'étais en train de faire cette partie, mon Upanishad dit que la 100 millésimale partie d'un grand des raies sylvatiques est l'âme, et la 100 millésimale partie de cette est le Seigneur du cosmos, et la 50 millésimale est la conscience suprême, au-delà duquel il y a l'absolu. J'ai prouvé de mettre en relation ces nombres et j'ai entendu que Meno 16 in poi ci troveremmo, uso il condizionale, nell'assoluto. Questo è un rapporto così. Je trouvais curieux, le même concept est aussi présent dans le 11e. Impasta l'argilla per fare un vaso, ma nel suo vuoto si trova l'utilità del vaso. S'aprono porte e finestre per fare una casa, ma nel suo vuoto che si ha l'utilità della casa. Perciò l'essere costituisce l'oggetto, ma il non essere costituisce. Donc, je continue à voir toujours ce point central qui est donc le point central de médiation représenté dans le sel. Je dois avouer que j'ai passé un temps infini à regarder la création de l'eau. Je passais du temps derrière l'église en regardant donc les tourbillons. J'étais très curieux, et puisque selon moi, je pensais que les molécules de l'eau n'avaient pas le choix. Elles étaient obligées à aller dans une certaine direction, à droite ou à gauche, selon la position. C'est-à-dire que les molécules qui se trouvaient donc dans le centre, celles qui étaient vers la gauche allaient vers Milan, et celles qui étaient à droite vers Pavia. Donc, à part celles
qui donc pouvaient se déplacer. Donc ces observations aujourd'hui sont présentes dans le système que j'utilise. Et elles ont une analogie très curieuse, comme les observations qu'avait fait Alemi. J'ai lu un de ses livres, donc il parlait des tourbillons d'air, donc de l'observation des tourbillons d'air. Et la première fois que j'en ai vu un, j'ai reconnu que c'était un type d'histoire et que c'était peut-être une déformation, une manière de développer la réalité dans les images que j'ai utilisées pour expliquer certains concepts. Certaines de tes images, je les ai justement utilisées à l'école. Dans la troisième image que j'ai vue, et il y avait donc la molécule d'eau qu'on avait vue. Et après, tu pourras les regarder de nouveau. Donc, c'est toujours Hahnemann qui raconte donc, cette nouvelle modalité d'élaboration. Et il a réussi à extraire donc on en reparlera successivement. Donc, lui, il appelle une essence de type spirituel. Et dans le traitement aussi des maladies chroniques, il commence à dire, et j'imagine que la pratique, la technique soit modifiée. Suona molto bene. Quindi eccoci al principio vitale. Donc voilà le principe vital. Essayons de savoir comment ces concepts sont appliqués en homéopathie. Essayons donc d'utiliser un pont avec donc Max Planck, qui est le fondateur de la quantique. Et donc, il avait dit cette phrase quand il était déjà en retraite. Donc, en ayant consacré toute ma vie à la science plus rationnelle possible, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ça sur la recherche. La matière, en tant qu'elle-même, n'existe pas. Toute la matière n'existe pas. On peut donc supposer que sous cette force d'existence d'esprit d'intelligence et de conscience, cet esprit est la raison de chaque matière. Donc, Claudio Gardel aujourd'hui est à la retraite et c'était le premier au monde d'avoir travaillé donc sur la formation de l'eau. Le premier travail donc est de Claudio Cardella. C'est lui donc qui nous enseigne la physique et qui a publié récemment un livre qui est donc le modèle de physique qui répond le mieux aux observations cliniques et pratiques qui sont utilisées dans les 50 millésimales. Un po' dimenticati della nostra. Donc avec Claudio, nous nous amusons et nous faisons des essais, des tests. Et donc nous faisons de l'alchimie en laboratoire, comme on l'enseigne d'ailleurs depuis toujours. Donc nous essayons de créer des ponts. Un physique nous avait mis en contact puisqu'il était surpris que moi, en tant qu'homéopathe, je réussissais à dire des choses que disait aussi donc Claudio, lui étant un physicien. Avec des mentalités complètement différentes, on disait des mêmes choses. Un autre livre, donc publié donc anonymement,
nous avons donc mis en contact. Essayons de parler de quelque chose de plus concret. En homéopathie, le principe qui commande la matière d'un corps est appelé le principe vital, qui ne faut pas donc confondre avec la force vitale. C'est-à-dire que c'est une différence que l'on précise aux étudiants. Et on utilise donc le principe vital. Donc le principe vital, c'est le nœud des éléments du feu central, c'est le résultat de deux forces. Donc si on retourne, si on revoit donc l'image précédente, voilà donc le point d'information. Donc si on voit la réalité par rapport à sa position d'entrée. Et ce point, cette frontière est l'endroit où donc nous recevons l'information. Imaginez que ce feu, en passant dans l'air, comme si nous entrions dans l'air, avec à notre disposition une bombe d'oxygène dans le temps. 120 ans, un autre qui entre à 90 ans. Et comme disait aussi le professeur, bien avec une personne déjà malade, c'est-à-dire avec un certain pourcentage d'oxygène, c'est-à-dire dans le passage des éléments successifs, donc l'eau et la manifestation. Donc ce que nous vivrons et donc j'essaie d'être plus précis, mais c'est assez compliqué parce que donc c'est la partie entre guillemets plus simple. Donc c'est pour ça que c'est justement plus compliqué, c'est-à-dire que c'est un moment très simple. Donc de l'entrée de la manifestation et notre structure relationnelle n'a presque pas d'instrument pour pouvoir le réaliser en homéopathie aussi. On pense que la maladie n'existe pas, c'est-à-dire que selon la pensée homéopathique, la première chose qu'on enseigne, c'est que la maladie n'existe pas, mais qu'en revanche, ce sont les malades qui existent. C'est-à-dire que nous développons des symptômes. Et c'est justement un point un peu plus difficile à expliquer, justement en homéopathie. En homéopathie, donc on parle de ces trois maladies qu'on reconnaît, c'est-à-dire les trois miasmes dont nous parlerons. Donc le principe vital est donc ce nœud qui étend un feu et est donc alimenté par l'air. Et donc on peut voir qui peut être vu comme un aliment, comme celui du feu qui donc nous informe. Donc la force vitale est donc un élément spécifique du principe vital et c'est donc un principe individuel. Et c'est aussi nécessaire discriminer et de temps en temps les homéopathes se disputent. De temps en temps, on assiste donc à des disputes entre eux. Donc cette nécessité n'est pas présente dans la 6e édition, c'est-à-dire que on parle donc de la 50 millésimale. Donc si je travaille à l'intérieur du principe vital, je devrais aussi travailler avec un remède unique. Et on verra plus tard comment mes expérimentations ont déterminé le fait soit l'expression d'un unique remède. Donc chacun d'entre nous pourrait donc traverser la vie en exprimant
ou de 7 en 7 ans en changeant l'expression vibrationnelle des remèdes qui lui correspondent. À ce niveau, en revanche, de l'utilisation des centésimales et décimales qui sont encore plus basses, elle ne travaille pas donc, dans le principe vital, mais dans une manifestation. Donc, ce n'est pas donc aussi difficile que les collègues puissent utiliser plus d'un remède à la fois, puisque plus nous diminuons la dilution, plus nous approchons à une vision clinique, c'est-à-dire celle du symptôme et non plus celle du principe vital. Donc cet impératif est très décisif et se réfère aussi à l'utilisation des 50 millésimales. Et évidemment, la force vitale aussi a besoin d'être nourrie, et qui est donc capable de tous les alimenter. Oui, mais à part du fait qu'on revient au point de médiation. Donc c'est vrai, si on arrive à retourner au point vital, la force vitale est donc le médiateur entre le corps individuel et l'esprit universel. Voilà donc les paragraphes où donc il donne cet impératif, c'est-à-dire de ne pas utiliser des substances différentes. Regardons la maladie à partir de ce type d'observation. On la verra donc comme l'expression d'un déséquilibre. Donc la maladie, en partant donc de ces présuppositions, n'a pas de cause, mais elle a des occasions. C'est un peu ce que disait donc Lorraine. C'est-à-dire qu'on tombe malade parce qu'on est malade, parce qu'on a perdu donc l'équilibre à l'intérieur du principe vital. Sinon, la maladie ne se présenterait pas. Donc, ce que nous rencontrons dans la manifestation, dans l'homéopathie, donc, ce sont des occasions de santé. C'est comme si j'étais un verre, j'ai des caractéristiques, je suis transparent, je ne suis pas conscient de ma fragilité jusqu'à ce que je ne rencontre un caillou. Et donc, à ce point-là, je pourrais savoir si je suis fragile ou pas, et ça dépendra des effets que j'aurai. Si je suis fragile, donc je me casse, et sinon, je reste en tant que verre. Donc, la cause de sa fracture, en revanche, je regarde les phénomènes de cette perspective, et donc lié au verre et non pas au caillou. Donc, imaginez que le verre a une vie, et qu'il puisse donc apporter des modifications. Et c'est un peu le jeu qui sera fait, c'est-à-dire de trouver les remèdes pour le patient selon certains critères et donc des méthodes, et d'augmenter donc la résistance encore avant que le verre soit stressé, par exemple dans le cas de l'exemple précédent du caillou. Donc on va parler de la maladie en tant que jeu entre deux forces, donc la force malade et la force vitale, c'est-à-dire un peu comme le yin et le yang dont on parle en Orient. Donc, si le pourcentage entre le yin et le yang est respecté, on aura donc là l'expression d'un équilibre. Et si en revanche la partie malade commence à dominer sur la partie vitale, on aura donc un principe vital déséquilibré. Donc, le déséquilibre donc, comportera des phénomènes dynamiques et qui ne seront pas statiques. Et donc, je leur ai donné cette définition de phase successive aux maladies. Donc, le moment de l'entrée, c'est-à-dire ce principe, commencera à se manifester aussi dans les pathologies.
c'est-à-dire de ce qu'on est déjà à partir du moment de l'entrée de la manifestation, comme si l'esprit universel était de l'eau pure. Et au moment de l'entrée, quand il entre en manifestation, donc avant de s'expliquer, il a déjà une couleur. Donc, il rencontrera 3 couleurs fondamentales, le bleu, le rouge et le jaune. Et selon la dominance des couleurs, nous aurons donc une expression, une manifestation d'une couleur unique et qui ne peut pas être répétée. Donc, en homéopathie, on les appelle donc les miasmes, mais donc on les appelle psora, syphilis et psychosis. Et donc, on commencera à comprendre quel remède similinum, c'est-à-dire qu'entre tous les remèdes disponibles, le remède le plus adapté à la personne en question. Donc, si je suis en équilibre, donc si je suis à un élément, donc résultat d'une combination, je me suis perdue. Donc, les combinations des couleurs ont un nom. Un patient donc avec une dominance bleue, c'est un patient psorasique. Donc rouge, cancéreux, et on verra après les noms plus précisément. Donc ça aide l'homéopathe à pouvoir, en ayant fait donc un diagnostic, et de manière ce sera plus facile grâce aux symptômes d'individuer quel violet pour le patient en question, quel orange entre tous les médicaments contre le cancer. Donc c'est-à-dire c'est une invitation qui est possible avant de tomber malade, c'est-à-dire que j'ai une couleur orange avant de tomber malade. Si je tombe malade, j'aurai donc une démonstration donc caractéristique de ces couleurs, et si je ne tombe pas malade, donc je n'aurai pas d'effet. Et donc cela permet, et je l'ai mis parce que j'aimais imaginer le fait qu'il puisse exister un moment où les philosophies, les sciences plus antiques, et la science plus moderne sont peut-être des sciences qui peuvent se rencontrer et dialoguer. Donc c'est un dessin que j'avais fait la première fois que j'ai essayé de faire un séminaire pour expliquer donc l'utilisation des 50 millésimales, et c'est une sorte d'introduction, c'est-à-dire que je n'ai pas découvert les forces en jeu. Et quand donc la force vitale est une spirale qui nous amène vers le haut. Et donc ce système est déjà décrit par Platon dans un poème où il parle de la maladie comme une chose qui se crée, qui se visse. Et il nous dit que la santé est la même chose, donc qui se dévisse. Donc c'est un autre point fondamental, parce qu'on ne doit pas imaginer la force malade comme quelque chose de négatif et la force vitale comme un élément positif. Et grâce au flux dynamique entre ces deux forces, nous réussissons à avoir des manifestations. Sinon, les manifestations n'existeraient pas. Donc le système en hermétique donc, joue un rôle de séparation, d'une descente vers le bas, et la force vitale qui était aussi appelée donc la force de l'amour. Donc c'est aussi possible de l'expliquer, mais bon, ça devient plus ennuyeux, donc essayez juste de les imaginer, c'est-à-dire que trouver un remède, cela veut dire de trouver la couleur actuelle du patient, et si possible, de voir si durant son parcours de vie,
on trouve donc ces remèdes et quand est-ce qu'il les a changés, parce qu'on fera la différence. Et les observations, nous avons donc ces images qui pour moi étaient des images fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles essayaient de transmettre des concepts assez difficiles pour les études, et j'imagine pour vous aussi d'ailleurs. Donc la perte d'équilibre entre ces deux forces définit une maladie qui, dans les phases initiales, sont donc un parcours exonératif, c'est-à-dire parce que la maladie répond à 3 lois qui sont les lois de guérison, donc elles sont représentées en grille donc du centre vers la périphérie, du haut vers le bas. Et du centre vers la périphérie, ça veut dire que jusqu'à ce que le jeu entre les forces est en équilibre, l'organisme est capable d'envoyer les symptômes vers les organes. Quand en revanche, dans les phases d'approfondissement, le nom de la maladie change, mais c'est toujours le résultat d'une expression et d'un déséquilibre qui touchera des organes. Un exemple classique, un enfant qui se trouve entre le bleu et le jaune et qui aura une dermatite durant les premières années de sa vie, s'il ne réussit pas à récupérer un point d'équilibre à 7 ans, parce que cette dermatite a été supprimée avec des médicaments ou des traitements, et donc il pourra se transformer en asthme. Cet asthme aussi pourra prendre la forme d'une colite ulcéreuse. Tandis qu'à partir d'un point de vue homéopathique, on pourrait penser à une maladie différente, donc 3 approches thérapiques différentes. Et donc en homéopathique, le remède est toujours le même, c'est-à-dire de trouver les symptômes du patient. Et donc les éléments, les temps prévus par le système que nous utilisons. Donc nous observerons facilement donc, que de la colite ulcéreuse, on passera à l'asthme, de l'asthme à la dermatite, jusqu'à arriver à la guérison. Les phases successives sont des phases de prévention des dépôts, les phases de lésion. Et si on regarde le système dans son point de rapport entre force et maladie, dans les phases plus avancées encore, il y a donc une non-guérison. Et donc c'est un processus qui n'a pas de frontières, qui est toujours dynamique, mais parce qu'on parle de réversibilité possible, puisque le système maintient une certaine forme. Et donc on perd la possibilité de pouvoir rentrer. Dans l'expérience clinique, j'avais commencé donc à travailler en 57 en travaillant donc, sur les indications des patients qui prenaient du un ALM ou 2 LM. C'est un parcours que je ne trouvais pas rationnel. Donc l'enseignement que j'avais reçu par les chercheurs, ceux qui étaient les plus avancés, je trouvais qu'il n'y avait pas de point rationnel donc sur l'enseignement sur le LM. Et donc, j'ai préféré continuer à utiliser des LM. Et donc, ce facteur m'a permis de commencer à observer le fait qu'il y avait comme une sorte de schéma. Donc, dans la comparaison des symptômes des patients qui suivaient donc une échelle
qui est un peu comme celle de la musique, c'est-à-dire que les choses étaient intéressantes, se passaient au 3e ou 7e année de vie, et donc l'observation ponctuelle d'une expectative du pronostic m'a permis de voir donc ce schéma qui se reproduit comme si c'était donc un do ré mi, une première perte de ton et do ré mi, et ensuite fa sol la si do. Donc la force malade est beaucoup plus active, la force vitale répond peu. Et à partir de la 3e année, je me suis rendu compte que ce sont des années lunaires et pas solaires. Et donc j'accélère, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et l'observation ponctuelle, donc de l'étude d'un résultat qui n'était pas précis par rapport aux aspects, à ce qu'on pensait. Et la loi de sa structure en do ré mi donc suivra une flexion à moins qu'elle n'entre pas dans un choc additionnel. Donc si les patients, donc en vertu de cette capacité neutralisante qui est capable d'avoir un point d'équilibre, donc il maintiendra ce schéma avec un désavantage. Et donc, dans ce désavantage, il rentre en jeu toutes les choses que nous avons entendues ces jours-ci, c'est-à-dire que nous nous nourrissons d'air, d'impressions et d'aliments. Donc, selon la manière dont nous mangeons, il sera plus simple ou plus difficile de rejoindre un point d'équilibre tous les 7 ans. Si tous les 7 ans, ce point d'équilibre, nous sommes donc en bonne santé, il y aura comme un passage de témoin, c'est-à-dire que si au bout de 7 ans, il n'y a pas de neutralisation, c'est-à-dire que les 7 prochaines années commenceront différemment, donc plus orientées vers la maladie. Donc cette observation m'a aidé à penser donc les 50 millésimaux, pas en suivant les schémas l'un après les autres, mais en utilisant les périodes et l'intuition qui était celle d'anticiper. Mais maintenant, on va en parler. Donc, je ne vous dis pas exactement le processus précis, les phases. J'ai commencé à voir justement parce que c'est fait a permis de voir comment prendre des remèdes. Il y avait une combinaison exacte du remède et de l'âge du patient. Donc, si un patient a 50 ans, il prend les remèdes pour chaque année. Donc, ces remèdes me fait comprendre d'imaginer un système différent qui va accélérer l'action. Et donc, c'est le remède de sauter les passages intermédiaires et pour travailler seulement avec les demi-tons, donc 3LM, la 14LM, etc. Et donc, ces systèmes vont comporter un problème, c'est-à-dire qu'il y a eu une aggravation initiale trop forte. Et donc, j'étais très avancé avec l'étude de l'hermétisme. Et donc, c'était naturel de mettre en lune, pas seulement en partant au hasard, mais en commençant à utiliser les rythmes lunaires. Donc, dans la nouvelle pleine, les multiples de sept, dans la pleine lune, les multiples de sept. Donc, j'ai eu une action soutenable pour les patients. Les septénaires est une échelle de valeurs opposées complémentaires, c'est-à-dire que si un enfant perce
ce déséquilibre et le système va avoir de la fatigue et parce que ce système reprend l'équilibre seulement en septembre. Et il y a cette condition de neutralité dans ma façon de continuer. J'ai utilisé ce schéma et les résultats sont changés, surtout dans les cas très aigus, très avancés. Il n'y avait pas. S'il y a un patient qui arrive avec un pronostic de quelques semaines, de quelques mois, il n'est pas possible d'imaginer un temps supérieur pour récupérer cette partie d'énergie, pour jouer à carte, pour récupérer l'énergie. Donc, ce système va accélérer l'activation du remède parce que dans un mois lunaire, on peut récupérer cette année. Donc, les 7 LM récupèrent les premières 7 années, et etc. Donc, ceci va se passer grâce aux photons que vous avez entendus. Et donc, je ne veux pas parler de ça. C'est la théorie la plus... c'est la théorie de la syntropie. C'est-à-dire de mettre le principe vital et l'individu pas seulement sous ces systèmes anthropiques qui a l'avantage de la force malade, mais prouver à le mettre sous l'information des ondes convergentes décrites par les potentiels anticipés. Et c'est un voyage dans les temps. On peut voyager dans les temps, mais seulement en suivant ce schéma qui fait entrer les ondes du futur parce que le principe vital du patient, qui est exprimé par un remède à un certain point, on va voir quel est, commence à perdre les informations qu'il va recevoir du passé, mais qui arrivent du futur. Un patient de 55 années qui sont dans les phases lunaires, il a conclu les phases de récupération. Sa vie a porté son énergie à un certain point, et donc il y a un avantage sur ces années, mais ce principe vital a perdu l'équilibre, donc il se trouve dans une phase de scordatura, et le principe est de le faire entrer dans le même verse, les remèdes qui le suivent, gérant ce schéma. Et il y a les remèdes qui font le même voyage, mais qui portent une énergie qui est contraire. Donc, si ceci a rejoint à atteindre ces phases d'équilibre parce qu'il a eu des vortex malades, on utilise un remède qui fait le même voyage, mais seulement plus rapidement parce que chaque mois récupère cette année, mais d'une même façon contraire. Une fois rejointe, le remède continue. Et cliniquement, je me suis fermée pour Arte pour 3 ans. Donc, un problème. Et Hahnemann s'est arrêté à ces problèmes parce que c'est fait dynamique l'impossibilité de rejoindre une condition d'équilibre statique. M'a arrêté pour 3 années. Et donc, après, j'ai eu l'idée de passer devant. Ces jours-là, j'ai vu des choses un peu folles, un peu de visionnaires. Je les ai appliquées parce que tu as la pratique clinique pour savoir que tu ne vas pas provoquer des dommages aux patients. Et tu fais se sauter et tu vas voir ce qui va se passer. Et ce qui se passe est que l'information entre du futur. Et donc, ce qui se passe est que on revient... On rentre dans les points de médiation.
on retourne à jouer notre match, pas seulement dans les points manifestes, mais seulement dans les points où l'eau a pris la couleur. Et donc, on prend de l'oxygène à travers la bombe. Non, la bombe. Et c'est seulement l'artiste qui porte une imperfection. Après, pour arriver à la plus que perfection, les dodécagrammes, c'est pas la manifestation de l'ego, c'est un terme hermétique qui se réfère à cette plus que perfection. Donc, il y a une inversion de la flèche du temps et donc le système est porté dans une zone Je vais un peu rapide. Feynman a été déjà cité. Cette théorie vient de 1988, quand Feynman a pris le prix Nobel pour la physique. L'homéopathie ne naît pas avec Hahnemann. Hahnemann donne seulement un vêtement moderne à l'homéopathie, modernise l'homéopathie, mais il y a un texte, Lux Obliviatera, de 1800 d'un homme. On est à Venise. Il y a la description de l'homéopathie merveilleuse et ponctuelle avec des suggestions dans cette direction. Et il s'agit de porter un être en échange, donc une information qui peut convaincre la force malade à changer ses fonctions. Donc, une partie de la force malade sous nos yeux qui assume la fonction, il change la fonction de force vitale. Donc, c'est un peu comme retourner, comme j'avais entendu le professeur Biava quand il a parlé de ces cellules souches. Basta. De revenir dans un point pas spécifique et donc porter les systèmes. Une partie de la force malade qui change la fonction et qui se comporte comme une force vitale. Et donc, dans les patients, chez les patients, il y a quelque chose que nous voulons qu'il se passe. Et qui sont en rémission. Il y a, c'est quelque chose qui, dans certaines phases pathologiques, ne peuvent pas être racontés. Il y a certains cas cliniques où il n'est pas possible de parler de ça. Donc, il faut imaginer un cas d'un patient que je suis de 2002 avec une espérance de vie de peu de mois. C'est un cas simple d'un point de vue homéopathique. Il faut comprendre combien de remèdes il faut lui donner. Donc, la possibilité de porter les remèdes devant lui fut plutôt rapide. Il avait 70 ans avec une tumeur avec de métastases, avec un remède pour certains mois. À 7 mois, le patient a été rejoint. Et du 8e mois, on était en syntropie. Je peux le dire avec une image pour vous faire comprendre mieux. Et c'est ce que nous avons dit avant. Et c'est une chute. Secondo questo sistema è il rimedio che passa davanti, quello lì è lo shock. È un punto di reincrudimento e di ritorno in una condizione non più di malattia. Appena trovo una... Magari qualcuno sta ascoltando. Qui la saltiamo perché se... Ja, natürlich. Ja, ich habe die Nase voll und wir haben keine Zeit, das zu machen. Ja. Lesione in guaribilità relativa e in guaribilità assoluta, sempre più portata verso
la materia, cioè la patologia prende corpo, pensate come anche nelle frasi che utilizziamo diamo senso delle cose, quindi la malattia prende sempre più una forma materiale, quindi queste sono le fasi invece di ritorno, fase di riattivazione, risanamento, fase di accordo, fase di equilibrio e fase di guarigione quando siamo nel punto di scambio, e poi c'è questo, quindi una guarigione perfetta, una guarigione più che perfetta. Se noi vediamo l'esempio di prima qui, quindi un paziente in questo 70 sono 67 anni e 10 mesi, perché ripeto che gli anni sono lunari, quindi gli anni in relazione all'utilizzo delle 50 millesimali sono anni lunari, quindi il paziente che entra con un'aspettativa di vita di pochi mesi, guardato dal punto di vista informazionale come prognosi possibile, essendo l'espressione di un rimedio, fa pensare a me che l'aspettativa sia 21 anni, cioè che si possa prendere tutto questo spazio, e facciamo partire il rimedio. Quindi l'Icopodium lo raggiunge in 7 mesi, no, di più, sono 10 mesi. In 10 mesi raggiungiamo il paziente. Per raggiungerlo vuol dire che subito la 7LM si è fatta riconoscere e ha cominciato a portare un'informazione neutralizzante. Ogni diluizione toglie una quota di patologia. Il paziente è raggiunto con la 77LM, a quel punto la 77LM è stata tenuta fino a 74 anni e 7 mesi, perché a quel punto il rimedio è davanti. A 74 anni e 7 mesi siamo passati all'80LM che lavora fino a 77 anni e 6 mesi, e poi all'84LM che lavora fino a 81 anni e 5 mesi. Quando io ho visto questo paziente non immaginavo allora, con l'esperienza di allora, di poter superare questo punto, perché il suo colore, cioè lui è un Licopodium nel momento in cui mi si presenta in studio, ma nel suo passato c'è un altro rimedio che è Calcium Fosforicum, e la pratica clinica è: io ti do Licopodium e ottengo questo risultato. Per recuperare Calcium Fosforicum e darti un appoggio anche quando ti mancherà, avrai bisogno di 6 mesi, ma non me la sento di toglierti il tuo rimedio per darti quei 6 mesi di terapia, perché ho paura che togliendoti il rimedio mi crolla il castello. Per cui siamo andati fino a 81 anni e 5 mesi, e questo è un paziente dove per la prima volta mi trovai a scegliere come medico cosa fare, cioè nell'avvicinarmi a quella data, nella mia testa c'era: se ti lascio l'Icopodium arrivo sicuramente a 81 anni e 5 mesi, ma poi il caso crollerà perché non troverai l'appoggio di Calcium Fosforicum, che era il rimedio precedente, perché qui si chiudono tutte le modifiche, cioè il rimedio che attraverserà gli 81 anni e 5 mesi sarà il rimedio definitivo del paziente. E quindi scelsi di togliere per 6 mesi l'Icopodium, somministrare Calcium Fosforicum per provare a trovarlo pronto. Ha funzionato, e abbiamo riavuto un momento critico a 84 anni e 4 mesi, che è stato maggio dell'anno scorso. Cioè a quel punto l'idea mia era: a questo punto l'Icopodium, quindi abbiamo fatto trovare l'appoggio, l'Icopodium è ripartito, l'87LM lavora fino a 84 anni e 4 mesi, ma lì mi troverò di nuovo ad avere, che mi mancherà l'appoggio del rimedio precedente. E quindi nella luna di maggio mi immaginavo il crollo di questo caso, che è una inguaribilità come valutazione omeopatica, e la scelta è stata di mettere la 45LM a specchio come in appoggio, quindi dalla luna nuova alla luna piena è stata messa, dalla luna piena alla luna nuova è stata messa Calcium Fosforicum. È successa una cosa curiosa: nel momento in cui è stato tolto l'Icopodium ed è stato messo Calcium Fosforicum, il paziente immediatamente ha cominciato ad avere una febbre senza nessuna motivazione clinica, che è durata esattamente le 2 settimane lunari. Letto da me, da un omeopata, è l'espressione di un lavoro, cioè quelle 2 forze in contrasto, cioè una forza che sta cercando di uscire dalla manifestazione, cioè sta approfittando di un momento di debolezza per uscire dalla manifestazione, incontra una forza che la sostiene. Quindi ci sono stati 15 giorni di febbre, lui è ritornato a stare bene, e la 91LM a questo punto ci fa
aspettare che lui stia bene fino a 87 anni e 11 mesi. Stare bene significa che quest'uomo si fa 20 km in bicicletta tutte le mattine e dà un'assenza totale di sintomi. Questo giochino qui, se l'avessi visto una volta non mi trovereste qui a raccontarvelo, sono qua a raccontarvelo perché l'esperienza clinica che stiamo anche avendo con degli allievi che seguono questo schema sono osservazioni cliniche di questo tipo. Un altro bellissimo caso, attenzione, bellissimo caso nel senso che cioè non che sia bello il caso di un paziente che arriva in studio con un tumore metastatico, no, è bello vedere che risponde, però è anche bello vedere come soprattutto in casi limite dove non c'è dubbio che l'azione del rimedio ha fatto la differenza, ci sia, come dire, una effettiva verifica di quello che è un altro detto ermetico e che lo spirito non si può verificare se non attraverso gli effetti. Bruno venne da me a 80 anni e 9 mesi, con una prognosi di qualche settimana di vita per metastasi ossee, anche lui un rimedio solo, califosforicum, lì il tempo per passargli davanti con uno schema come quello che vi ho fatto vedere prima non c'era, quindi perché avrei avuto bisogno di un anno ma avevo solo 7 mesi ragionando con questo tipo di schema, per cui insieme al figlio chiesi al figlio, io azzarderei e proverei a viaggiare a velocità doppia, però è come soffiare su una fiammella al doppio della portata che questa fiammella può sostenere e il rischio è che si spenga, per cui ho detto io non prendo una decisione del genere da solo, se fosse mio padre lo farei, con lui abbiamo deciso di farlo, dico col figlio perché io sono tra i medici che dialogano con il paziente e chiedono ai pazienti se devono sapere i familiari o no quello che capita. Ma come tutte le regole ci sono eccezioni logiche, non si può dire a un paziente di 80 anni e 9 mesi che ha 3 settimane di vita, se no il condizionamento mentale che riceve chiude qualunque partita possibile. Per cui la scelta fu di dire a quest'uomo che non aveva niente e la decisione l'ha presi. Donc il a répondu et comme prévu, une 87 LM donc a obtenu tout cet espace. Donc on avait une attaque, c'est-à-dire un patient qui allait à cheval. C'est un cas, donc on a discuté avec l'ex-président de la médecine que je connaissais, et c'est aussi un histologue très connu dans ce type dans ce domaine. Il disait que si on regarde donc la réalité, on sait donc grâce à la science actuelle, pas seulement avec Esattamente. Penso anche io così. Donc, on dirait que les observeurs donc, modifient l'événement observé. Donc, l'attaque. Compatibili. Cioè Bruno che va a cavallo non è compatibile con metastasi ossee e una frattura metastatica del femore, ma di fatto lui va. Donc, mon hypothèse, c'est que le remède, suivant une terminologie que je prends de cette physique qui parle du monde de la scène, nous avons donc, alors je saute donc, nous avons travaillé sur un point qui, en hermétique, est représenté par un miroir. Donc, à chaque fois que vous voyez un miroir, il raconte donc ce double. C'est-à-dire que nous trouvons dans une manifestation réelle, mais nous sommes vrais, comme nous l'imaginons, comme si en nous regardant dans le miroir, nous étions nous voyons notre réflexe à l'intérieur du miroir. Ouais, bon. Et donc une curieuse correspondance en essayant de montrer donc visiblement aux
quand j'ai vu la représentation graphique, j'avais donc essayé d'unir les cercles, mais c'est toute une autre histoire et on ne va pas en parler aujourd'hui. Et donc voilà l'image que je voulais vous montrer. L'idée donc dommage qu'on on voit pas bien les couleurs, c'est très dommage. Et il y avait un double œuf, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer le patient et avec sa véritable image. Donc l'hypothèse était que nous faisons un échange moléculaire. Et donc le cheval n'est pas un Bruno réel, mais il a été extirpé de cet univers où nous invitons les manifestations à se manifester. Et donc ce facteur a tenu la route pendant 7 ans. Donc on n'imaginait pas donc, pouvoir augmenter les 77 ans et 11 mois. Senza di sintomi. Quindi l'ipotesi è che ci sia uno scambio ultra. Donc une vitesse, donc utilisons pour identifier les causes que nous voulons observer. On n'est pas capable de voir cette chose-là. Donc mon idée était celle que on utilise donc la savoir. Mon idée était que les fréquences et les remèdes amènent un nouvel ordre chez le patient qui représente 80% d'entre nous. Et cette nouvelle donc, formation modifie les faits observés. Et donc dans le point d'entrée, donc cette entrée dans l'eau, tout l'appareil biomoléculaire qui trouve donc comme véhicule d'entrée, comme facilitateur, tout ce que vous avez entendu, l'épigénétique, le microbiote, donc ce sont toutes les causes qui aident donc cette entrée. Moi je me suis perdue à un moment, mais j'ai fini, j'ai véritablement fini. Et après, ce sont que des suggestions finales, exactement comme voilà l'image que tu as dans ta goutte. Cette image, donc c'est-à-dire qu'il y a un dessiné et ce système. Après, je l'ai revu dans une des... In cui l'ho disegnato. Quando l'ho disegnato nella notte mi sono sognato Hildegard di Bingen con le sue visioni sovrapponibili a questo sistema. Vi ringrazio. C'era anche il grazie. Forse lo ascolteremo anche fino a mezzanotte, però siamo stanchi tutti. Vieni qua, Monello di Uno. Lui è un incantatore d'anime. Posso amare, parlo con Corinna, posso amare tuo marito professionalmente? Possiamo amarlo? Certo. Lo amano in tanti. Allora, grazie veramente a tutti. Ricordo che c'è, se volete magari ancora qualche campione, non so, qualcosa di zeolite, vi stanno aspettando giù, vista l'ora tarda, poi vedete voi. Vi ringrazio tanto e vi porto ad osservare che non siete più quelli che eravate sabato mattina. È vero o no? È cambiato qualcosa. Vi auguro ogni bene e vi manderemo le email quando faremo qualcos'altro. Ringraziamo ancora il dottor Colombo. Grazie per questa meravigliosa...